Bonjour à vous et bienvenue dans le 159e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Une première partie où je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et une seconde où je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail du Souffle des choses, le premier tome de la série La Marche Brume, que l'on doit à Stéphane Fère et aux éditions d'Argo. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, Shiki, 4 saisons au Japon, que l'on doit à Rosalie Strasser et aux éditions Virage Graphique. La loi des probabilités, titre que l'on doit au scénario de Pascal Rabaté, au dessin de François Ravard et c'est édité chez Futuropolis. Ensuite, je vous parlerai de Tous Ensemble, album que l'on doit au scénario de Chris, au dessin conjoint d'Arnaud Michalak et Juliette Lode, ainsi qu'aux éditions Delcourt. J'aborderai aussi la sortie de l'album Au nom du fils, sous-titré Dans l'enfer de la prison de San Pedro, que l'on doit au scénario conjoint de Jean Blaise et sa fille Pauline Gian, au dessin de Sébastien Corbet, et c'est édité chez Rue de Sèvres. Il sera aussi question de l'album Le seul endroit, que l'on doit au scénario de Séverine Vidal, au dessin de Marion Cluzel, et c'est édité chez Glénat. Et comme toujours, nous refermerons cet épisode avec un album particulier qui revient sur les 77 ans du journal Tintin, album collector que signent de nombreuses plumes et des dessinateurs de renom, et qu'édite Le Lombard. 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous nous écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. S'il est bien un artiste en France qui a développé un véritable style, qu'il soit graphique ou narratif, on peut penser rapidement à Stéphane Fère, lui qui revient en librairie avec le premier tome d'une série très prometteuse. Sa patte et ses thématiques sont identifiables dès la couverture de ce nouveau venu, une couverture dont le titre « La Marche Brume » aux couleurs roses ressort fortement sur le fond plus sombre qui présente l'héroïne de cette aventure. Lui dont j'avais évoqué dans le 77e épisode du podcast la sortie de Blanc autour, en duo avec Wilfried Lupano au scénario, revient sur une histoire où il y signe scénario et dessin dans un univers qui mélange fantastique et féminisme avec brio et intelligence. Ce premier tome, qui s'intitule Le Souffle des choses, permet en 136 pages de déployer les personnages et de poser les enjeux, le tout dans un monde où les êtres humains ont quasiment disparu de la surface de la Terre. C'est dans un petit village peuplé par des sorcières que nous nous retrouvons, des sorcières qui ont développé leurs dons ou appris à pratiquer des sorts pour pouvoir résister à une brume sombre qui menace leur tranquillité. Faisant preuve d'entraide pour combiner leurs forces, c'est dans cette existence où le concept de sororité est central qu'elles ont reçu un jour, tombé du ciel, l'arrivée d'une étrangère dans leur communauté. Loin de la rejeter, elles vont alors élever comme leur fille cet enfant que l'on découvre dans le prologue, une jeune fille que l'on retrouve assez rapidement quelques années plus tard alors qu'elle a bien grandi. Son regard perçant qui s'affiche sur la couverture, mais aussi cette canine qui dépasse de sa bouche, nous font bien comprendre que celle que l'on a baptisée Tempérance est bien une étrangère à cette communauté, chose que certaines sorcières n'hésitent pas à rappeler parfois. En effet, Tempérance, bien que parfaitement intégrée au village, au point où elle apprend aussi à pratiquer des sorts, est en fait une orque, prouvant aussi par là même que l'inné ne suffit pas pour définir qui l'on est vraiment. C'est peut-être en raison de cette double culture que celle qui va l'élever, que l'on surnomme dans le village la semeuse, ne va jamais lui apprendre l'étendue de ses tours, d'autant qu'elle a remarqué chez elle un drôle de pouvoir.
En grandissant, Tempérance semble non seulement ne pas craindre cette brume sombre que toute redoute, mais elle va aussi aller s'y confronter directement, faisant d'elle celle que l'on va surnommer la marche brume. C'est ainsi qu'elle va s'engager dans une longue marche avec 4 autres sorcières pour aller au-devant de cette menace qui empoisonne la vie de cette communauté, une marche qui ne sera pas sans risque, mais surtout une confrontation qui pourrait bien révéler les tempéraments. Voilà donc posés les enjeux de ce premier volet, des enjeux qui mélangent des thématiques très actuelles, proposant ainsi une parabole astucieuse avec notre monde contemporain où l'humanité tout entière se retrouve confrontés à des périls du même ordre. Bien entendu, la disparition des hommes de la surface de la planète et cette brume sombre qui s'est abattue sur le monde n'est pas sans lien avec l'urgence climatique qui met en danger la survie de l'humanité. Cette communauté de femmes qui s'entraident et qui combat au quotidien pour sa survie est aussi une vraie réflexion sur le féminisme, mettant aussi en son centre le bénéfice que l'on peut tirer de la différence plutôt que d'en faire un objet de méfiance. Enfin, le tout est enrôlé dans une histoire passionnante, parfaitement maîtrisée, faisant passer avant toute chose un très bon moment de lecture qui donne envie d'avoir rapidement entre les mains le 2e tome, d'autant que la fin du premier ne manque pas de suspense. Les personnages sont bien campés et Stéphane Ferd déploie cet univers avec ce dessin si caractéristique que l'on reconnaît au premier coup d'œil et que j'aime toujours autant retrouver d'un album à l'autre. Expressif, dynamique, ce dessin, où se multiplient parfois les cases pour lui donner du rythme, est porté par une mise en couleur très sombre qui correspond parfaitement bien à l'atmosphère générale de cette série. À noter aussi que l'ouvrage se referme avec un cahier graphique de quelques pages, histoire de goûter une dernière fois au travail de cet auteur et voir comment sont nés sous sa plume les personnages de cet album. Intense et captivante, cette série très prometteuse mérite que l'on s'y intéresse de près, une série que publient les éditions d'Argo et dont le premier volet est disponible en librairie depuis le 25 août dernier. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. Il n'est pas toujours simple de parler d'une expérience intime, d'un rapport direct que l'on peut avoir avec un pays, c'est pourtant à ce sujet que s'est attaquée avec brio Rosalie Strasser, une jeune autrice qui vient de sortir son premier album. Shiki, 4 saisons au Japon, est un titre qui, comme vous l'aurez certainement noté, nous entraîne une année au pays du soleil levant durant la période 2015-2016. Dans un très joli noir et blanc, gracieux et lorgnant parfois sur le style manga qui a biberonné l'autrice, elle nous fait voyager en 4 chapitres comme autant de saisons dans une année calendaire. C'est en automne qu'elle quitte Paris, ville qu'elle ne supporte plus, pour revenir dans un pays qu'elle a envie d'explorer plus en profondeur, en commençant par un séjour à l'auberge Yoji-san, chez qui elle va travailler. Elles sont en tout 5 filles à travailler au sein de l'auberge de ce drôle de personnage, dont l'absence de visage identifiable met la puce à l'oreille du lecteur, qui sent bien que tout ne va pas se passer comme prévu. L'endroit est éloigné de la ville, paisible, ressemblant à un Japon de carte postale, mais derrière cette apparente quiétude, le danger rôde, mettant bien en lumière les contrastes d'un pays surprenant, mais qui joue aussi un rôle d'aimant pour la jeune Rosalie. Partageant sa chambre avec Mia, jeune femme pétillante, originaire d'Israël, elle prend ses marques dans un environnement rassurant en apparence, mais qui réservera aussi son lot de mauvaises surprises. Cette violence sous-jacente apparaît d'ailleurs dans les petites histoires qui ouvrent chaque chapitre, des histoires tirées du folklore japonais mettant en scène les kami, ces divinités japonaises. C'est ensuite du côté de la capitale, Tokyo, que continue le périple de la jeune femme, elle qui va devenir serveuse dans un bar, ce qui lui permettra de subvenir à ses besoins et de se faire un réseau d'amis au Japon. C'est aussi comme cela qu'elle rencontrera Nao, avec qui elle va faire de la colocation, et Yusuke, chez qui elle reviendra passer l'été après un bref retour en France. Mais là encore, cette expérience mitigée va jouer comme un phénomène d'attraction-répulsion envers un pays qu'elle aime autant qu'elle le déteste. Mais tout cela, je me permettrai de vous laisser le découvrir dans ce très bel album, subtil et passionnant, dont l'histoire se déploie en 320 pages.
Comme je le disais en introduction, il n'est jamais évident de raconter le lien intime qui nous relie à un endroit, et ici, Rosalie Sträusser arrive à le faire avec beaucoup de talent. Son dessin sait d'ailleurs trouver la juste tonalité et les bons artifices pour faire passer ses impressions, un dessin qui participe grandement au plaisir de se plonger dans cet ouvrage. Ce sont les éditions Virage Graphique qui éditent ce bel ouvrage, un album à couverture souple que vous retrouverez en librairie puisqu'il est disponible depuis le 6 septembre dernier. Imaginez si demain, en allant faire une visite de routine chez votre spécialiste, on vous annonçait qu'il ne vous restait plus que 3 mois à vivre tout au plus. Quelle pourrait bien être votre réaction ? Avec ce genre d'annonce, il y a vraiment de quoi remettre sa vie en question et se sentir paralysé au point de ne plus vouloir rien faire et rester au fond de son lit. Ce n'est pas ce que va choisir de faire Martin Henry, lui qui remet depuis des années déjà le projet d'aller voir les baleines au Canada, un rêve qu'il va tâcher de concrétiser. Mais pour l'heure, il ne souhaite rien dire à son épouse, enseignante, qui va devoir prendre un congé pour suivre ce mari qui vient fraîchement de démissionner de son travail. C'est par cet épisode que débute La Loi des probabilités, superbe album que l'on doit au scénario de Pascal Rabaté et au dessin de François Ravard, un duo qui nous offre là une histoire touchante et humaine qui ne fait pas non plus l'impasse sur un peu d'humour. Martin Henry est donc le personnage principal de ce récit, la cinquantaine passée, il mène donc une vie routinière n'hésitant pas à repousser à plus tard ses rêves les plus beaux. Mais voilà, le jour où il apprend que son cœur fatigué est sur le point de lâcher, lui aussi lâche la bride pour profiter au maximum de ce temps si précieux qui lui est dès lors compté. Le problème, c'est que rien ne va se passer comme prévu, se basant sur le principe des probabilités, ce voyage va être semé d'embûches qui vont prendre un visage bien humain. Comme un clin d'œil à Tintin, c'est le personnage de Séraphin Lanterne, hommage au Séraphin Lampion que l'on découvre dans l'affaire Tournesol, bonhomme maladroit et sans gêne qui va perturber le début des vacances de nos héros. Récurrent dans cette histoire, il tente à prouver aussi que le hasard et la loi des probabilités font ce que l'on imagine parfois comme quelque chose de négatif peut totalement changer du jour au lendemain et devenir une bénédiction. Et ainsi, pendant les 88 pages de cette aventure qui nous entraîne jusque dans le Grand Nord canadien, on se demande ce qu'il adviendra de notre Martin Henry et de son vieux rêve qu'il a à portée de main. Pour mettre en image ce scénario astucieux et passionnant, dont je veux vous éviter d'en dévoiler les rebondissements, le dessin de François Ravard dans des teintes bleutées fait des merveilles. Avec beaucoup d'humanité, il nous montre un monsieur tout-le-monde qui tente de jouir une dernière fois de la vie et de ses beautés, malgré des forces contraires à l'œuvre. Rendant hommage à Hergé, mais aussi à Jacques Tati, il signe ici une comédie efficace avec ce trait doux et poétique que l'on aime tellement chez lui. Ce sont les éditions Futuropolis qui publient cet album, disponible depuis le 23 août dernier, et vous aurez certainement compris que l'on tient là un titre singulier que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un bel hommage aux supporters de football que rend le scénariste Chris avec sa nouvelle bande dessinée sortie aux éditions Delcourt le 30 août dernier et baptisée Tous Ensemble. Brestois de naissance, c'est dans sa ville qu'il ancre sa nouvelle histoire, celle d'un supporter pour qui le Stade brestois est toute sa vie et qui va tout faire pour essayer de sauver son club de la faillite. Lui s'appelle Kevin, il vit encore chez sa mère et la grande majorité de sa journée, il la consacre avec son copain Apollo à sa passion pour son club de foot favori. Si les Brestois sont englués à la dernière place en championnat, ils se sont aussi qualifiés dans le même temps pour la finale de Coupe de France qui va se dérouler à Paris contre le club parisien. Problème que confie le président Coursin à la mère de Kevin, qu'il est venu consulter, il manque 10 millions d'euros au club et les salaires des joueurs ne sont plus payés depuis plusieurs mois déjà. C'est là qu'intervient celui qui se surnomme le supporter numéro 1 du Stade brestois, ayant surpris la conversation, il se met en tête de réunir la somme pour sauver son club favori. Je ne vous l'avais pas encore dit, mais Kevin est un jeune homme sympathique et attachant, mais pas très malin et plutôt simple d'esprit, ce qui fait qu'il n'a pas totalement conscience de la situation qu'est en train de vivre le club. Mais le jeune homme a une solution, elle pourrait venir de son cousin d'Amérique, un certain Sylvester Stallone, avec qui il correspond régulièrement et qui a les moyens d'éponger la dette du club.
En parallèle, un trio de bras cassés, fraîchement licenciés d'une entreprise locale, s'est mis en tête de récupérer en douce l'argent des distributeurs de billets, trio qui vient de mettre la main sur un joli magot. Si vous réunissez ces deux univers dans un château abandonné que rénove Suzy, une libraire ambulante, ça donne une histoire amusante et entraînante qui ne manque pas de rebondissements. Avec brio, Chris réussit à faire cohabiter ces deux histoires qui se rejoignent pour former au final un récit enlevé dans lequel je me suis plongé avec plaisir. Truffé de clins d'œil au cinéma populaire comme La Grande Vadrouille, à l'histoire du Stade brestois avec l'apparition d'un certain Charlie Shaker, il s'amuse ainsi avec des références que l'on prend plaisir à retrouver au fil des pages. C'est Arnaud Michalak, aidé par Juliette Lode pour les décors et les couleurs, qui donne vie à cette histoire amusante et captivante qui flirte entre la comédie et l'action made in Bretagne. Le dessin a d'ailleurs un côté cinématographique, alternant les gros plans et les panoramiques, il sait rendre ses personnages attachants et termine d'entraîner le lecteur au sein de cette histoire que je vous recommande vivement. Solitaire, abandonné par femme et enfants, à une époque où il ne pensait qu'à son travail de visiteur médical, Stéphane traîne sa grande carcasse fatiguée dans une vie morne qui n'a plus beaucoup de sens pour lui. Pourtant, sa vie va radicalement changer le jour où il va recevoir un coup de téléphone pour lui annoncer que son fils Max a été assassiné alors qu'il était enfermé dans la prison de San Pedro en Bolivie. C'est Romario qui était tenu de prévenir son père au cas où Max disparaîtrait, lui qui est journaliste et qui a aussi servi de fixeur à un Max qui tentait de faire un reportage sur cette prison atypique en immersion complète. Bien que Max et son père n'étaient plus en contact, ce premier avait beaucoup d'admiration pour lui, élément supplémentaire qui va décider son père à comprendre l'existence de son fils, mais surtout à le venger. Après avoir mis son appartement en vente, après avoir décidé de changer d'identité en arrivant en Bolivie, il va avoir l'idée de se faire incarcérer dans la prison pour mettre la main sur l'assassin de son fils. Voilà l'histoire que nous propose Jean-Blaise Dian et sa fille Pauline au scénario, un duo qui travaille lui aussi sur une histoire de filiation dans un milieu où règne la violence et les coups tordus. Il faut dire qu'en se faisant enfermer dans cette prison, Stéphane va découvrir un monde à part, une prison qui ressemble à une véritable ville que les touristes peuvent même visiter et que les détenus cogèrent en élisant des représentants. L'assassin de Max est justement l'une de ces personnes, il se nomme Raúl Fernandez et travaille à sa réélection en faisant régner la loi et la terreur partout autour de lui. Celui qui se fait dès lors appeler Esteban Charcas va devoir apprendre à survivre dans ce milieu hostile, se faire une place, travailler pour payer son loyer, car il va l'apprendre tout au long de son incarcération, rien n'est gratuit dans ce lieu sans foi ni loi. Pour survivre, il pourra aussi compter sur le jeune Miguel, vendeur de cigarettes à la sauvette, et Juanita, la sœur de Fernandez, qui va l'embaucher comme plongeur dans son restaurant. Au nom du fils, sous-titré dans l'enfer de la prison de San Pedro, est un album intense et passionnant que le dessin de Sébastien Corbet sait rendre complètement vivant. Son trait semi-réaliste, son choix de couleurs sombres, ses personnages cabossés par la vie, mais dignes et toujours debout, donnent beaucoup de caractère à cette bande dessinée qui fait 136 pages. Dense et asphyxiant, cet album happe le lecteur dès les premières pages pour le libérer à la toute fin, faisant passer par là même un très bon moment de lecture. Ce sont les éditions Rue de Sèvres qui publient cet ouvrage dont la couverture donne le ton, un album disponible depuis le 30 août dernier que je vous recommande chaudement. C'est maintenant une réflexion sur la notion de genre, mais aussi une très belle histoire d'amour dont je vais vous parler avec le très beau et poétique Le Seul Endroit du duo Séverine Vidal au scénario et Marion Cluzel au dessin. Il aura fallu plus de 6 ans à la première pour que son projet prenne vie en librairie, mais cette attente valait le coup, car on tient là un album aussi tendre qu'intelligent sur un sujet parfois délicat à aborder. Ici, Séverine Vidal ne veut pas forcément faire passer un message en particulier, elle veut juste nous montrer une situation avec son lot de complexité et ses nuances, c'est ensuite au lecteur de se faire son cheminement, peut-être en se reconnaissant dans l'un des personnages de cet album. On y suit donc un certain Léold, qui est né Léopoldine, mais qui se genre dès lors au masculin, alors même qu'il se définit gender fluide, c'est-à-dire sans genre défini dans lequel l'enfermer.
Si son père a parfaitement bien compris cette transition, sa mère n'a pas encore fait ce qui s'apparente chez elle à un deuil, essayant par là même de continuer de faire vivre cette fille qui n'en est plus vraiment une. Le lecteur entre donc dans cette famille où les mots sont parfois maladroits, parfois manquants comme chez le père, ou même encore parfois naissants comme chez le frère, qui réinvente tout un vocabulaire pour tenter de définir justement qui est Léold. Toujours est-il que le jeune homme est à un moment important de sa vie, celui de l'indépendance, lui qui est en paix avec ce secret qu'il a révélé à tout son entourage, lui qui est maintenant prêt à voler de ses propres ailes. C'est en s'installant seul dans un petit appartement qu'il va rencontrer Olivia, jeune femme qui vit avec Colin et qui partage le même palier que Léold. Dans un couple dysfonctionnel où les insultes pleuvent tous les soirs, Olivia va ainsi se rapprocher de Léold au point où les deux vont devenir inséparables. En tant que lecteur, on est complètement pris dans cette histoire, pleine d'humanité et de douceur, une douceur que matérialise à la perfection le dessin de Marion Cluzel tout au long des 104 pages de ce titre. Ces couleurs chaudes, ce mélange de crayons de couleur et d'aquarelle, et ces cases qui s'ajustent à l'état d'esprit de ces personnages, rendent ce récit vivant et passionnant à suivre. Pour un premier album de bande dessinée, Marion Cluzel fait déjà preuve d'une grande maîtrise, il faut dire qu'elle a entre les mains une matière passionnante et subtile à illustrer. Ce sont les éditions Glénat qui publient cet album, sorti en librairie le 30 août dernier, et vous l'aurez certainement compris, Le Seul Endroit fait partie des gros coups de cœur que j'ai eus ces dernières semaines. Comme pour chaque épisode, nous concluons en donnant de la place à un ouvrage particulier, celui-ci en lien avec les 77 ans de la création du journal Tintin, qui revient en librairie avec un album exceptionnel. Créé au sortir de la guerre en 1946 et surfant sur le succès remporté par la bande dessinée signée Hergé, le journal Tintin propose aux lecteurs de façon périodique de retrouver leur bande dessinée favorite à la manière de ce que Dupuis faisait avec Spirou Magazine. De Michel Vaillant, en passant par Modeste et Pompon de Franquin, mais aussi Blake et Mortimer, Alix, Ricochet, Torgal, ou encore Quick et Flupt, ou l'incontournable Tintin et Milou, ce sont des dizaines de séries qui ont fait la joie des lecteurs jusqu'en 1988, date où le titre a cessé de paraître. Ce magazine qui s'adressait aux lecteurs de 7 à 77 ans en serait justement arrivé à sa 77e bougie, et pour l'occasion, les éditions du Lombard, qui ont une filiation directe avec ce journal, ont décidé d'en proposer un numéro collector exceptionnel qui fait pas moins de 400 pages. Voilà donc de quoi passer des heures de lecture, d'autant que les histoires se succèdent, à chaque fois réinventées par un auteur en lien avec le Lombard, proposant ainsi de retrouver ses héros préférés sous les crayons de grands artistes comme François Bouc, Dimitri Armand, Franck Biancarelli, Zidrou, Benoît Ferroumont, Varno Héret, Fab Caro, Quentin Zution, et la liste serait trop longue pour toutes et tous les énumérer ici. Entrecoupé par un retour sur l'histoire du journal Tintin, sur les femmes que l'on retrouvait dans ces mêmes histoires, ou encore les différents types d'histoires que l'on pouvait y lire, l'album s'ouvre sur une réflexion plus générale sur ce que Tintin a apporté au 9e art plus globalement. Mais ce sont surtout les histoires qui se succèdent qui raviront à coup sûr les lecteurs, des histoires originales reprenant les univers des personnages que l'on connaît bien, mais réinventés par les artistes d'aujourd'hui. Si certains signent un hommage sobre en reprenant l'univers en question sans trop y toucher, d'autres, comme François Bouc, s'amusent avec cet univers en créant le décalage. C'est ainsi que Jérôme Mouchereau, l'assureur au costume léopard de l'auteur nordiste, se retrouve chez Modeste et Pompon, Ricochet ou encore Bernard Prince. C'est un album formidable, en plus d'un objet qui vous tiendra compagnie pendant un bon moment, que proposent les éditions du Lombard, qui rendent ici le plus bel hommage possible à ce journal, dont certains doivent être nostalgiques aujourd'hui encore. Arrivé en librairie le 8 septembre dernier, ce bel objet qui deviendra certainement collector est absolument à ne pas manquer pour qui aime la bande dessinée, et vous aurez certainement compris qu'en ce qui me concerne, ça fait un petit moment qu'il est installé à portée de main pour me plonger dedans dès que j'en ai l'occasion. Ainsi se termine ce 159e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie au premier tome de la série La Marche Brume, un tome baptisé Le Souffle des Choses, que l'on doit à Stéphane Fer, ainsi qu'aux éditions d'Argo. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche.
Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast, vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 2 octobre, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.